Et à partir de là, il y a le GIEC, donc c'est un groupe d'experts qui est rattaché à l'ONU, qui a décidé qui s'est donné pour mission de modéliser ce que pourrait être le climat, en fait, en fonction de différents niveaux d'émissions. Donc il a fait émerger 4 scénarios, qui s'appellent RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6, RCP 8.5. Alors ces chiffres qui vont de 2.6 à 8.5, en fait, ils décrivent la valeur du forçage radiatif qui sera atteint entre 1750 et 2100. En fait, pour le dire plus simplement, c'est le nombre de gaz à effet de serre qu'on émettra dans l'atmosphère et qui du coup impacteront sur le réchauffement. Donc ces scénarios qui vont de RCP 2.6 à RCP 8.5, ils sont primordiaux parce que c'est à partir d'eux qu'on peut comprendre ce que sera le futur. Donc RCP 2.6, en fait, c'est le scénario bas carbone, c'est celui qu'il va nous falloir savoir suivre. Alors avec RCP 2.6, on a une hausse limitée à 2 degrés durant le 21e siècle. Alors, on parle souvent les 2 degrés, on dit que c'est le seuil qu'il ne faut pas dépasser, sinon on a des catastrophes écologiques. Pour être plus précis, on sait qu'à partir d'1,5 degré, il y a déjà des catastrophes écologiques, il y a notamment des îles dans le Pacifique qui sont ensevelies. L'accord de Paris, d'ailleurs, prévoyait un réchauffement d'1,5 degré. Bon, aujourd'hui, il faut être sérieux, c'est 1,5 degré, pardon, ils sont foutus. Même les 2 degrés, il faut être sacrément optimiste pour penser qu'on peut encore les atteindre. Mais bon, c'est pas pour autant qu'il faut se résigner, sachant que même si on dépassait les 2 degrés, 2,5 degrés de réchauffement, par exemple, serait toujours mieux que 3 ou 4 degrés. Enfin, de toute façon, on est dans des logiques du moins pire aujourd'hui. Pour respecter ce scénario RCP 2.6, il faut que les émissions mondiales arrêtent de croître en 2020, ou en tout cas à cet horizon-là, et il faut qu'elles deviennent neutres entre 2070 et 2080. Donc les émissions deviennent neutres, ça ne veut pas dire qu'elles deviennent nulles, parce qu'il y a des grands puits naturels, que sont la végétation et les océans, qui capturent le carbone que nous émettons. C'est-à-dire que pour être en situation de neutralité, les experts estiment qu'on pourrait émettre 3 milliards de tonnes de carbone chaque année dans l'atmosphère. Aujourd'hui, on en émet plus de 10 milliards. Donc ça nous donne un peu aussi un aperçu du niveau de transformation qu'il va falloir opérer. Si on arrive à faire ça, on peut limiter le réchauffement à 2 degrés. À l'autre bout du spectre, on a RCP 8.5. Alors là, les climatologues viennent de réajuster. On pensait jusqu'ici que RCP 8.5 nous amènerait à un réchauffement de 5 degrés durant le siècle. Aujourd'hui, on est passé à 7 degrés avec une nouvelle modélisation. Et en 2300, on serait à plus de 12 degrés de réchauffement. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à ces niveaux de température, c'est rien de plus que la pérennité de l'espèce humaine qui est remise en question. Là, il y a 12 degrés, c'est un cataclysme, un enfer climatique presque inimaginable aujourd'hui. D'ailleurs, on pourra en revenir à toutes ces personnes ces nouveaux climato-sceptiques, qui remettent en question l'importance de la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique en disant que, effectivement, il a déjà fait bien plus froid, bien plus chaud. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on parle d'un réchauffement qui serait de 5 degrés, encore une fois, on pourrait être à plus 7 sur le siècle, 5 degrés, en fait, c'est l'écart entre une ère glaciaire et une ère interglaciaire, comme la planète en a connu à de nombreuses reprises. Sauf qu'on atteindrait ce delta d'une façon 25 fois plus rapide qu'à l'échelle naturelle. Et c'est là où c'est très important, parce que quoi que ce soit qui structure votre quotidien, imaginez devoir faire n'importe quelle tâche d'une façon 25 fois plus rapide, et vous comprenez que c'est simplement infaisable. Donc il y a non seulement le niveau d'élévation des températures qui est important, mais la vitesse à laquelle celui-ci s'opère est au moins tout aussi déterminant. Et là, il est évident qu'il n'y a rien de naturel là-dedans. Ce rythme est limite dû qu'à l'activité humaine. Donc à partir de là, il faut qu'on essaye de comprendre justement quelles seront les principales conséquences engendrées par le réchauffement, parce que ce que je n'ai pas dit et qui est très inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, on suit le scénario RCP 8.5. Il n'y a aucun doute là-dessus, on y va droit. Donc avec RCP 8.5, on aura des canicules à répétition. On estime en 2050 que, en gros, dans le sud, les épisodes caniculaires seront de 20 jours plus importants qu'aujourd'hui. 20 jours de canicule en plus.
Mais dans le même temps, si on prend la canicule de 2003 qui a fait 19 000 morts dans notre pays, on estime que les épisodes caniculaires seront de 7 à 8 degrés plus chauds que 2003. C'est-à-dire en gros, à Toulouse, il fait 50 degrés l'été. C'est là où, à mon avis, c'est très important de penser les différents domaines ensemble. C'est-à-dire qu'on est à 50 degrés l'été, mais dans un monde en situation de pénurie énergétique, comme on l'a vu en première partie. On n'est pas du tout dans un contexte où il y a climatisation pour tout le monde. Non, non. Donc c'est-à-dire que là, on est vraiment dans un univers où les conditions de vie sont dégradées d'une façon très importante. Les spécialistes estiment que à terme, 80% de la population mondiale devrait être dans une situation en état de stress hydrique. C'est-à-dire que pour chaque degré de réchauffement, on devrait perdre 20% des stocks d'eau potable à l'échelle mondiale. En 2050, les rendements agricoles pourraient avoir chuté de 30%, ce qui augmenterait bien sûr les phénomènes de famine. Ensuite, on peut parler de la hausse du niveau des mers, bien sûr, qui sera une des conséquences du réchauffement avec la fonte des glaces. Pour RCP 2.6, les spécialistes estiment qu'il y aura une hausse de 26 cm durant le siècle, alors que pour RCP 8.5, on attendrait 2 mètres. Ce qu'il faut savoir quand on parle des données du GIEC, c'est que pour qu'une donnée soit validée par le GIEC, il faut que tous les auteurs, il faut que tous les pays membres soient d'accord sur ce chiffre. Donc ça amène le GIEC à être souvent même très frileux. Et au fil de ses rapports, il est obligé de se rendre compte qu'il y avait une sous-évaluation. On l'a vu, on pensait jusqu'à quelques semaines qu'on était sur un 5 degrés de réchauffement avec RCP 8.5. Aujourd'hui, on est passé à 7 degrés. C'est la même chose pour le niveau des mers. La plupart des spécialistes indépendants disent que 2 mètres d'élévation, c'est trop peu. On sera sur des seuils bien plus importants. Pour RCP 8.5, RCP 2.6, par contre, on peut avoir les 26 cm. Ce qu'on comprend, c'est que sur on parle d'une élévation entre 26 et 2 mètres, alors 26 cm et 2 mètres. Une élévation de seulement 40 cm, il y a 250 millions de personnes qui sont concernées. Si on a une élévation de 2 mètres, il y a 187 millions de déplacés. Et d'une façon plus générale, si on prend tous les phénomènes et on ne s'arrête pas juste à la montée des mers, en 2050, on estime que le nombre de déplacés se situera entre 150 et 250 millions de personnes. Je crois qu'on ne peut même pas se représenter ce que ça peut être. Quand on voit aujourd'hui les quelques milliers, au maximum quelques dizaines de milliers de déplacés qu'il y a en Méditerranée, par exemple, les drames humains que ça engendre, notre incapacité à les gérer, quelques dizaines de milliers de personnes, tout au plus, là on parle de centaines de millions de déplacés. Bon. Ce futur-là, il ne faut pas qu'il arrive, ça c'est évident. Il ne faut pas qu'il arrive parce qu'il y a aussi des conséquences dramatiques sur la biodiversité, sur les espèces animales. Aujourd'hui, on sait qu'entre 1970 et 2010, la moitié des espèces sauvages recensées ont disparu. Les spécialistes s'accordent à dire qu'on est dans la 6e extinction animale de masse en cours. Et pour en venir aux humains, d'ici 2030, des études prédisent que le changement climatique aura fait 100 millions de morts. C'est-à-dire autant que les deux guerres mondiales réunies. Donc voilà, ça c'est quand même c'est un peu terrible, hein. Ces chiffres ils sont accablants, mais ils sont là, on ne peut pas les nier, on ne peut pas être dans le déni de la réalité. Donc je crois que ça nous oblige à une chose, en tout cas moi c'est comme ça que je vois, que je comprends ces choses-là, c'est qu'il faut tout faire pour respecter RCP 2.6, ou un réchauffement de 2 degrés, tout simplement. Donc il faut comprendre en termes d'émissions carbone, qu'est-ce que ça veut dire respecter ces 2 degrés. Et bien en fait, il faut laisser 80% des énergies fossiles dans le sol. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand on parlait du pétrole, on se disait qu'il n'y a plus que 50 ans qu'on va faire. Ce que nous explique la climatologie, c'est que le problème, c'est qu'on a trop de pétrole, paradoxalement. Et on le comprend très bien parce que pour respecter le scénario à faible émission, nous avons le droit d'émettre durant le siècle 800 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Au rythme qui est le nôtre, ces 800 milliards seront dépassés en 2040. Donc il faut comprendre que la neutralité carbone suppose que pour 9 milliards d'humains, si on vise un droit d'émission égal, et après tout, moi je crois que c'est ça qu'il faut postuler, parce que nous mettons sur les frontons de nos mairies que les hommes sont libres, égaux et tout ce qui en suit, très bien, mais il faut l'appliquer. Donc que chacun ait le droit à la même quantité d'émissions,
Donc si on veut que dans un monde égalitaire, que chacun ait le droit à une émission dans un monde soutenable, en fait, on a le droit à 1,2 tonnes d'émissions de carbone par humain par année. Ça veut dire divisé par 6 les niveaux européens, divisé par 12 les niveaux américains. Donc voilà, en fait, quelque part, la feuille de route, elle est écrite. En 2050, il faut qu'on ait divisé par 6 le niveau de nos émissions. Et c'est là où on se rend compte que la croissance, une nouvelle fois, ça ne peut pas marcher. Tout à l'heure, on voyait que ça ne peut pas marcher pour des questions géologiques. Là, on voit bien que ça ne peut pas marcher pour des questions climatiques. Alors, une fois dans ce contexte climatique, si on prend les choses de ce point de vue-là, on retombe sur ce fait que la croissance, là, elle devient suicidaire ou criminelle. Je ne sais pas comment il faut le dire, ou certainement les deux. Mais on sait qu'en 2006, quand le PIB par habitant augmentait de 3 000 $, la quantité de CO2 par habitant augmentait d'1 tonne. Ça, on peut le comprendre. Excusez-moi. En prenant quelque chose qui s'appelle dans la littérature scientifique, le paradoxe de Jevons, ce qu'on appelle aussi l'effet rebond. En fait, le département d'État américain d'économie, en 2000, ils ont pris la quantité de gaz à effet de serre relâchée par l'ensemble de l'industrie et ils l'ont divisé par le PIB américain. Ce faisant, on obtient le taux de gaz à effet de serre nécessaire pour produire chaque dollar. Je ne sais pas si vous me suivez. Super. Donc ça, c'était en 2000 et ils ont dit en 2012, avec les progrès de la technique, on pourra baisser ce niveau de 18%. C'est-à-dire qu'on baissera de 18% le niveau de gaz à effet de serre nécessaire pour produire chaque dollar. A priori, c'est une super nouvelle. Surtout dans les États-Unis, c'est assez rare. Vous pouvez dire ça là, mais en fait, bien sûr, entre 2000 et 2012, les PIB ont augmenté de 40%. C'est-à-dire qu'on a mis 18% d'un côté, ça a augmenté de 40% de l'autre, ce qui fait que les gaz à effet de serre dans l'atmosphère ont augmenté. Et c'est pour ça que penser qu'on peut sauver le climat dans une société de croissance, c'est totalement absurde, surtout quand il s'agit pour nous de diviser par 6 le niveau de nos émissions que pour les Américains, pardon. Donc encore une fois, la croissance ne peut pas tenir.